Bonjour à toutes et à tous. Ce cours de Management 2 est destiné aux étudiants de deuxième semestre groupe G et H. Dans le cadre de la définition du processus managérial, nous avons eu l'occasion de voir précédemment les deux premières étapes, à savoir la planification, une phase durant laquelle les objectifs et la stratégie ainsi que le plan de coordination ont été élaborés. La deuxième étape, à savoir le choix d'une structure organisationnelle ainsi que le choix des moyens de coordination. Alors, lors de cette séquence, nous allons aborder la troisième étape, à savoir la direction. La partie la plus cruciale de l'exercice du management. Il s'agit de la capacité du manager à faire adhérer ses équipes, ses collaborateurs, encore ses subordonnés, aux objectifs de l'entreprise. Ces objectifs qui ont été fixés lors de la phase de planification. Donc, dans cette section, nous allons mettre le point sur la diversité des styles de direction. Il n'existe pas un seul style de direction. Bon, mais avant, il faut quand même rappeler la définition de quelques concepts mobilisés lors de cette section, à savoir les formes d'autorité, la répartition du pouvoir, donc concept centralisation ou décentralisation, et bien sûr, on va vers la fin s'attaquer aux différents styles de direction. Les formes d'autorité. Donc, avant de présenter les différents types d'autorité de Max Weber, il faut d'abord rappeler la différence entre pouvoir et autorité. Donc, chose que j'ai déjà évoquée lors de les précédentes sections. Le pouvoir peut être défini, si vous vous rappelez bien, comme la capacité à agir et à faire agir autrui. Donc, le pouvoir est lié au statut hiérarchique, au poste. Il en découle l'autorité. Celle-ci, et c'est la capacité à faire respecter les ordres et les consignes transmises. Donc, l'autorité, il est lié à la personnalité de la personne, son charisme et ses compétences, alors que le pouvoir, il est lié au poste et le statut hiérarchique. Comme je viens de dire, c'est Max Weber qui a distingué trois types d'autorité. La première qu'il a appelée l'autorité traditionnelle. D'accord? Il est fondé sur les précédents, les usages, il s'avère cependant donc peu évolutif. C'est-à-dire que c'est une autorité qui est fondée sur la croyance au caractère sacré des traditions anciennes et la légitimité de ceux qui ont été appelés par la tradition à exercer cette autorité. Le deuxième type d'autorité, c'est l'autorité dite charismatique. Et comme son nom l'indique, elle est fondée sur les qualités personnelles, le charisme, donc les qualités du leader. Il est cependant donc instable par nature parce qu'on peut pas donc transmettre le charisme d'une personne à une autre, d'un supérieur à un autre. Pour l'autorité charismatique, donc il faut savoir que Max Weber a précisé qu'il est fondé sur ce qu'on appelle une grâce personnelle et extraordinaire d'un individu, d'accord? Il se caractérise par ce dévouement de tout le personnel à la cause d'une seule personne, par leur confiance en la personne en elle-même, d'accord? Qui se singularise par des qualités personnelles, par un certain héroïsme ou d'autres particularités exemplaires qui font de lui un chef. Donc la légitimité en fait d'exercer le pouvoir, la personne la tient de son charisme. La première, l'autorité traditionnelle, il la tient en fait des traditions, d'accord? Et l'autorité dite bureaucratique, appelée également rationnelle légale. Vous vous rappelez, Max Weber, son principal apport, c'était la bureaucratie. Alors, dans ce type d'autorité, elle repose sur un système de buts et de fonctions étudiés rationnellement, conçu pour maximiser la performance d'une organisation et mise à exécution par certaines règles ou procédures écrites. Cela veut dire que le manager, il tient cette légitimité, ou cette légitimité provient d'un ordre juridique et des lois qui ont été adoptées par l'organisation. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, le policier, il tient son autorité des lois. Donc, quand vous vous enfreignez la loi, il a le droit de vous arrêter, par exemple, parce que cette autorité, il la tient des lois. Bien, la répartition du pouvoir. Donc, toujours par rapport à l'exercice du pouvoir, la prise des décisions doit être centralisée ou encore décentralisée. Rappelez-vous bien, on a présenté ces deux concepts quand nous avons évoqué les éléments clés d'une structure organisationnelle. Alors, la question qui se pose, faut-il centraliser ou décentraliser? C'est McGregor qui a essayé justement
présenter l'avantage ou l'inconvénient de chacune des deux. Alors la centralisation. Dans une entreprise centralisée, tous les pouvoirs sont concentrés en un point de l'organisation. Ça peut être une personne ou un groupe. Donc généralement au niveau de la direction générale. Alors, si vous vous rappelez bien, c'est une conception issue de l'organisation scientifique de travail, qui repose sur un clivage organisationnel entre, d'un côté, ceux qui pensent et ceux qui décident, les bras et le cerveau. D'accord? Et bien, ceux qui exécutent, les bras. La centralisation est un puissant mécanisme de coordination et de cohérence dans l'organisation scientifique de travail. Cependant, c'est très très difficile de mettre en place une centralisation dans des grandes entreprises parce que ça tend à déresponsabiliser le personnel, à restreindre la performance des décisions, puisque la personne ne peut pas contrôler efficacement toutes les phases du processus de prise de décision. Justement, c'est pour ça que McGregor rappelle qu'une organisation ayant une structure centralisée, des lignes hiérarchiques de séparation hiérarchique rigides entre les départements et les fonctions, et surtout de nombreux niveaux hiérarchiques, cette organisation limite les occasions que peut avoir un chef d'assumer des responsabilités, de soumettre à l'épreuve des idées nouvelles ou d'exercer son propre jugement. Donc c'est contraignant, ça laisse pas les personnes travaillant à prendre des initiatives. La décentralisation, c'est quoi? C'est un système dans lequel une personne ou un service dispose d'une autonomie de décision réelle vis-à-vis de la hiérarchie. Là, j'aimerais bien que vous fassiez la différence entre la décentralisation et la délégation. Ce n'est pas la même chose, il ne faut pas les confondre. La délégation, elle consiste à confier à un subordonné une mission précise ainsi que les moyens pour les réaliser. Par contre, la décentralisation, c'est un transfert de pouvoir à une ou plusieurs personnes. Donc le décideur demeure toutefois le seul détenteur du pouvoir. Pour McGregor, une organisation décentralisée, elle crée un milieu dans lequel l'individu, en assumant davantage de responsabilités dans sa propre conduite, il obtient des récompenses intrinsèques sous forme d'une autosatisfaction, de réalisation de soi-même, qui ensuite l'encourage à prendre encore plus de responsabilités et ainsi évoluer. C'est normal, vous vous rappelez bien, McGregor, c'est un théoricien appartenant à l'école des relations humaines qui encourage la prise d'initiative et la motivation. Bien, donc maintenant nous allons passer à la présentation des différents styles de direction. Pourquoi en fait il y a plusieurs styles de direction? Parce que les dirigeants, en fonction de leur personnalité propre, de celle de leurs subordonnés, des compétences de chacun et surtout des caractéristiques de l'organisation, vont exercer leur pouvoir et leur autorité différemment. Et chacun aura son propre style qui est adapté à la situation. Donc le tableau que vous voyez, il va essayer un petit peu de résumer les différents styles que nous allons présenter. Vous avez l'auteur de chaque style, le nombre de styles que nous allons voir et enfin les variables utilisées pour déterminer ces styles. Nous allons voir les styles de Likert, de McGregor, Maxon A, MC, Black et Mouton et Schmid et Tannenbaum. Donc chacun a présenté un ensemble de styles et pour déterminer, comme je viens de dire, ces styles, il a fait appel à un ensemble de variables. Donc commençons par les styles de Likert. Likert a défini des styles de commandement en fonction de deux variables. Le degré de complexité de la technologie, donc utilisée pour la production, et les besoins d'être et de devenir du personnel. D'accord, la motivation du personnel. Premier style, il parle du style dit autoritaire. Pas de consultation du subordonné. Communication à sens unique, du supérieur vers le subordonné. Et incitation surtout par la crainte et la sanction. Donc ici, le management est caractérisé par des rapports distants, une distance entre le dirigeant et ses collaborateurs. Le dirigeant inspire surtout la crainte. Il prend seul les décisions. Deuxième style, appelé le style paternaliste. Là, je commence à avoir une faible décentralisation par rapport au précédent, parce que dans le style autoritaire, vous voyez, il y aura certainement une centralisation de la décision. Donc, dans le style paternaliste, une faible décentralisation pour les décisions, une incitation pour un système menace et récompense. C'est-à-dire que le dirigeant ici dispose d'une autorité incontestée, mais il entretient des relations de proximité avec ses subordonnés. D'où le nom paternaliste, ça rappelle un petit peu le père. Il prend autoritairement des décisions, il utilise un système à la fois de récompense et de sanction comme moyen de motivation. Bon, par rapport au style précédent, le bien-être des salariés est quand même un petit peu pris en compte.
Troisième style, appelé le style consultatif. Comme son nom l'indique, consultatif, consulter. Le dirigeant entretient des rapports de confiance avec ses subordonnés qui sont consultés avant la prise de décision finale. Le dirigeant encourage le travail en équipe et utilise les récompenses comme système de motivation. Ce style, il faut faire la différence avec le style participatif. Là, il s'agit de permettre aux salariés de participer réellement à la gestion de l'entreprise. La prise de certaines décisions est décentralisée. La motivation des salariés est basée sur la participation et sur l'intéressement aux résultats. Là, les équipes d'individus, ils contribuent réellement à la prise de décision. Il y a une forte coopération, une circulation libre de l'information. Ici, quelle pourra être la différence entre consulter et faire participer? Je vous donne un exemple. Je suis responsable et directeur commercial, j'ai une chute de chiffre d'affaires, il faut que je réagisse. Donc je déclenche une réunion avec mon équipe. Si j'opte pour le style consultatif, donc je vais écouter justement les propositions de chacun, mais qui prendra la décision finale? C'est moi, le directeur commercial. Par contre, si j'opte pour le style participatif, donc on va prendre la décision ensemble. Donc il faut faire la différence entre consultatif et bien évidemment participatif. Bien, donc maintenant on va passer au style de direction de MacGregor. Donc ce théoricien, toujours appartenant à l'école des relations humaines, pour lui, il met on exerce l'importance de la nature des personnes qu'on va gérer. Donc de vos subordonnés, non plus seulement la personnalité du manager. Pour lui, les individus se classent en deux groupes, et ça on a eu déjà l'occasion de le voir. Il y a des personnes qui appartiennent à la théorie X, ça veut dire que ce sont des personnes ou des salariés qui n'aiment pas leur travail. Ils sont paresseux, ils ne se soucient pas de leur salaire. Cela conduit à un style de management autoritaire. Avec ces personnes, il faut faire appel à un management autoritaire. Il faut centraliser la prise de décision, il ne faut pas leur laisser une certaine autonomie et surtout, il faut exercer un contrôle. Par contre, si vos salariés appartiennent à la catégorie ou appelée la théorie Y, dans ce cas-là, ce sont des personnes qui cherchent l'épanouissement dans le travail, ils cherchent à avoir des responsabilités, à participer à la gestion de l'entreprise. Donc, une telle théorie conduit à instaurer une direction participative. Avec ces personnes-là, il faut que j'instaure ce qu'on appelle un management souple, un management consultatif ou encore participatif. Bien, donc c'était tout pour cette séquence. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous lors de la prochaine séquence pour présenter les autres styles de direction. Merci.